bien tous, quelle que soit la race, la forme, la taille, la couleur, le poids d'un chien. D'ailleurs, un loup, c'est Canis lupus quelque chose. Le chien, c'est Canis lupus familiaris. Donc, il n'y a pas grand-chose qui les sépare à tel point que quand il y a des études, mais ça, je fais une petite parenthèse, quand il y a des études ADN pour savoir si une bête a été victime d'une attaque de chien ou de loup, il y a très peu de laboratoires en réalité qui savent le faire. Parce que l'ADN d'un chien et l'ADN d'un loup, la différence est extrêmement faible. Il faut savoir que l'être humain, nous tous, on a par exemple une trentaine de % d'ADN commun avec la jonquille. Pourtant, on ne ressemble pas énormément à une jonquille, mais on a de l'ADN. De toute façon, on vient tous de la même soupe commune. Donc voilà. Donc le loup a été domestiqué, c'est le premier animal qui a été domestiqué par l'homme. Ça, c'est une certitude scientifique. La date. Donc, je vous ai dit, notre association a été créée en février 1999. Je vais vous donner une fourchette, parce que pour l'instant, les études scientifiques, je ne vais pas dire changent chaque année, elles évoluent. Presque chaque année, il y a des découvertes qui remettent en cause la date. Donc, on va dire entre aux alentours de moins 30 000 dans le paléolithique supérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une domestication? Est-ce qu'il y a eu une double domestication? Est-ce qu'il y a eu une domestication, réensauvagement, redomestication? Là-dessus, la science n'a pas tranché, elle évolue, et tant mieux si la science n'a pas tranché, ça veut dire que les scientifiques font leur travail. Comment la domestication s'est-elle passée? Évidemment, à l'époque du paléolithique, il n'y a pas énormément de témoignages écrits ni d'enregistrements audio ou vidéo. Par contre, on a toujours, aujourd'hui, des signes dans des tribus dites primitives de domestication d'une espèce sauvage. Je m'explique, et j'ai eu l'occasion, moi, dans une autre vie, de pouvoir l'assister. Vous prenez une petite fille de l'époque du Paléolithique qui se promène et qui, passant à côté d'une tanière, découvre des louveteaux qui se sont échappés de la tanière. Il faut voir qu'à l'époque du Paléolithique, l'homme et le loup, et là-dessus, il y a une belle étude de Pierre Jouventin qui a été faite, l'homme et le loup vivaient côte à côte, à tel point que certains scientifiques se demandent si notre organisation, nos fondamentaux d'organisation de société, ne sont pas un copier-coller de celle du loup. On a, quand on regarde bien, à peu près le même fonctionnement. Les dominants, les dominés, les intermédiaires. Donc il y a des gens très sérieux, Pierre Jouventin qui a fait une étude là-dessus. Donc cette petite fille du Paléolithique voit un louveteau, vous avez tous vu des louveteaux, c'est mignon, le prend, le ramène à la hutte. Que fait la maman avec ce louveteau? Il se trouve que la maman, elle allaite. La maman, elle va allaiter le louveteau. Alors, ce que je vous dis, vous devez me croire, ou pas d'ailleurs, il n'y a aucune preuve. Par contre, ça se fait, alors pas sur des loups, mais sur des chèvres. Moi, je l'ai vu en Afrique, des femmes allaitantes allaiter un jeune chevreau. Donc, ça existe, ça a existé, et ça existe toujours. Donc, ce louveteau va être ce qu'on appelle imprégné. Et à partir de là, on va faire comme pour tous les animaux où on a fait de la domestication, on va faire de la sélection. Alors, à l'époque, on faisait de la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'on faisait se reproduire un couple de loups, le premier animal domestiqué. Les plus sauvages étaient tués, les plus dociles étaient gardés, on les faisait se reproduire, les plus sauvages étaient tués, les plus dociles gardés, etc., etc., etc. Et à partir de là, on modèle une race, on fait de la génétique de façon naturelle.
comme on a domestiqué le sanglier, comme on a domestiqué toutes les bêtes, en éradiquant, en tuant celles qui étaient les plus sauvages, les moins adaptées à la présence de l'humain, et en gardant celles qui étaient le plus adaptées à la présence de l'humain. Pourquoi le loup? Vous allez me dire, pourquoi ce premier animal? Tout simplement parce qu'il chassait avec l'homme, et que l'homme avait compris que c'était un excellent chasseur, et qu'il avait des techniques et des tactiques, presque on pourrait parler de tactiques de chasse, qui étaient très productives. Et il s'est dit, pourquoi pas chasser avec le loup, mais plus domestiqué, et au fur et à mesure du temps, cela a donné les chiens. On en est à peu près sûr. Les dates, c'est une fourchette, ça change en permanence. Est-ce qu'il y a eu 2 vagues de domestication? C'est pas impossible. Est-ce qu'il y a eu une domestication, un abandon, une reprise? C'est la dernière théorie qui court. Voilà. Dans cette notion de domestication, on commence à aborder notre sujet, c'est-à-dire le vivre ensemble entre l'animal sauvage et l'humain. Et là, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet en abordant donc les 4 animaux que nous avons choisis. Je vais commencer donc par l'Antiquité, en faisant appel à votre plus longue mémoire, et on va être à cheval entre les mythes et les légendes. Quand l'homme a commencé à s'intéresser à l'aspect divin de sa relation avec la nature, il a divinisé, alors sans doute en premier, la femme, mais la femme en tant que matrice, et il a divinisé les animaux. Et dans la divinisation de ces animaux, 4, alors il y en a pléthore, mais 4 sont quand même importants. Le premier, on va commencer, c'est le loup. Le premier, le loup, avec une fonction créateur. On le retrouve dans les mythes ou la réalité de Romulus et Rémus. Tout le monde connaît la légende, les jumeaux, la louve, la grotte, dont semble-t-il les chercheurs italiens auraient identifié récemment l'emplacement. Donc, on est dans une fonction de création, le loup créateur. Je vais rester, alors excusez-moi, je refais de nouveau une parenthèse, je vais rester à part le prochain exemple, dans la tradition indo-européenne. Sinon, on pourrait passer une semaine entière à discuter des animaux sauvages. Le deuxième, alors là je fais un pas de côté, le loup créateur, nous avons chez les turco-mongols, et je reviendrai là-dessus dans la partie moderne de l'histoire, sur les turco-mongols. Chez les turco-mongols, le loup a une importance primordiale. Le loup créateur a une importance primordiale. Gengis Khan, donc 12-13e siècle, se disait descendant d'une louve bleue. Les Turcs se disent descendants d'une louve. On reverra aussi dans la partie moderne du loup 2 images associées aux Turcs et au loup. Toujours dans la notion de divinité, nous avons la déesse Leto, qui se trouve être la mère d'Apollon et d'Artémis, donc qui est
divinité autour de laquelle gravite l'image du loup. Et associé au loup, mais particulièrement aussi à la grotte de Romulus et Rémus. La grotte, c'est aussi la matrice, sont associés des rites de fécondité, les fameuses lupercales, qui sont des fêtes païennes dans tous les sens du terme, qui sont des fêtes de la fécondité, avec tous les rites qui peuvent tourner autour. L'Église va rapidement les condamner, mais je reviendrai là-dessus. Ça, c'est l'une des notions, le loup créateur. Toujours dans l'aspect relation humain-animal sauvage, avec le loup a une deuxième fonction qu'on retrouve chez les Égyptiens, et chez les Germains. Il a une fonction psychopompe, c'est-à-dire que c'est un passeur d'âme. C'est lui qui vous fait passer du monde, qui vous aide, à passer du monde des vivants au monde des morts. Chez les Égyptiens, c'est Upwaout qui mène la barque d'Osiris. La barque d'Osiris. Et en Germanie, c'est Hyrokine, la lune, c'est elle qui lance les barques funéraires qui sont chevauchées, qui sont guidées par un loup. Excusez-moi. Alors, ça, c'est pour la partie, donc on a vu la partie créateur, on a vu la partie psychopompe, donc passeur d'âme, et le loup a aussi une facette négative, qui est le loup destructeur. Mais, quand il est destructeur, il est régénérateur. C'est-à-dire qu'il détruit un monde ancien pour permettre l'ascension d'un monde nouveau. On le retrouve particulièrement dans les mythes germano-scandinaves, avec le loup Fenrir, qui est donc emprisonné, qui est enchaîné par un lien magique, et qui va être libéré par Loki le Fourbe. Ça va donner le Ragnarok, le crépuscule des dieux, et la fin des dieux, la fin du temps des dieux, entraîne le temps des hommes. Donc le loup a un rôle destructeur, mais pas dans un but de détruire pour détruire, mais de détruire pour rapporter un monde nouveau. C'est une notion cyclique qu'on retrouve en base, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'hindouisme, qu'on retrouve dans l'hindouisme. Nous sommes des Indo-Européens, nos bases, comme son nom l'indique, viennent de l'Inde. Donc on retrouve cette notion de cycle en Inde, mais aussi chez les Grecs, particulièrement. Le loup, enfin, et j'en terminerai avec le loup. Le loup est lié aux astres. Alors, il est lié aux astres avec un astre en particulier,
en réalité des constellations, mais je vais m'attarder sur un astre en particulier, avec la Lune. D'où la fameuse légende, mythe, que le loup hurlerait à la Lune. Donc loup et Lune sont associés. Et ça me permet de faire un enchaînement. Lune et femme sont associés. Le cycle de la femme, on dit qu'il est calé sur le cycle de la Lune. La Lune est un astre féminin, contrairement au Soleil, son pendant qui aurait tendance à être un astre masculin, ce qui tourne autour de la Lune. La Lune, la femme et la Lune et la femme sont intimement liés sous l'Antiquité, enfin déjà sous la préhistoire, mais aussi sous l'Antiquité, et ça perdurera, mais négativement par la suite. Et enfin, la déesse Hécate, qui est le pendant négatif de la déesse Diane, est associé aussi au loup. Donc voilà pour ce qui concerne le loup. Donc un animal créateur, un animal passeur d'âme, un animal destructeur, mais pour engendrer un monde nouveau. Évidemment, il va être repris par les guerriers. Donc ça va devenir aussi, et ça a toute son importance, un symbole guerrier. Particulièrement en Germanie, avec les... Alors vous m'excuserez, j'ai un accent, je ne suis pas du tout germanophone. Les berserkirs, et plus particulièrement les ulféonards, sont des guerriers d'Odin, recouverts... Alors les berserkirs, c'est plus les ours, quoique, mais les ulféonards sont recouverts de peau de loup, d'où l'une des racines, mais il y en a plusieurs, du mythe du loup-garou. Ce sont des guerriers qui sont voués, comment vous dire, parlerait aujourd'hui de guerriers kamikazes. Ils terrorisaient les légions romaines. Quand on lit les écrits des Romains, étaient terrorisés. Bon, déjà, les Germains, c'était un peu comme les Pictes, ils avaient un peu de mal avec. C'était vraiment des barbares avec un grand B. Et les berserkirs, ulféonards, les Pictes, mais pour d'autres raisons, ils en avaient une peur terrible. On pense sans doute qu'ils rentraient dans des sortes de transe avec des décoctions, etc. Et ils se jetaient contre les légions romaines, et les Romains en avaient une peur terrible. On retrouve aussi, donc, sur le côté guerrier, vous avez tous vu dans les légions romaines, hein, nos amis, enfin nous sommes tous, enfin particulièrement ici des descendants nous sommes des latins, le signifère, donc le porteur d'enseigne, était au début, ça a évolué au fur et à mesure de l'évolution de l'Empire romain, le signifère, donc c'est le porte-enseigne d'une légion, pas celui qui portait le numéro de la légion, mais celui qui portait les décorations de la légion, était recouvert d'une peau de loup. Après, ça a évolué, il y a eu une peau de lion, il y a eu des peaux d'animaux plus ou moins exotiques en fonction d'où étaient basées les légions, parce que toutes les légions romaines n'étaient pas forcément composées de Romains. Donc voilà pour le loup. Pour le serpent, maintenant, le serpent, lui aussi, sous l'Antiquité, il a un rôle positif. Il y a une vision positive du serpent. Et on le retrouve sur le bâton d'Asclépios, en grec, Esculape chez les latins. Alors, une petite parenthèse, le bâton d'Asclépios, Esculape, ce fameux caducée, c'est l'insigne actuel de la médecine. Ne pas confondre avec ce qu'on appelle à tort le caducée des pharmaciens, qui n'est pas un caducée puisqu'il s'agit d'une coupe. Un caducée, c'est un bâton avec un serpent.
C'est celui de la médecine, c'est celui d'Asclépios Escula. Ce n'est pas celui d'Hermès. C'est le même. Hermès, le dieu, il y a tout récemment, je crois, le ministre de l'économie qui a dit si notre président est Jupiter, je suis Hermès. Hermès, c'est le dieu des voleurs, des marchands, des voyageurs. Donc le caducée, alors il a lui aussi un caducée, mais qui n'est pas exactement le même. Il a 2 serpents, l'un a une couleuvre. Donc c'est le symbole du savoir. Donc Asclépios a existé, moins 3000 à peu près. Il a existé et il a été au fur et à mesure du temps divinisé plus ou moins. Mais c'est un personnage historique. Il faut le savoir. Le serpent est, et c'est important, comme le loup, comme l'ours, comme le sanglier, une divinité chtonienne, c'est-à-dire qu'elle est liée à la terre. Et ça, je vous demande de le garder, ça va être important par la suite. Donc ce sont des animaux qui sont liés à la terre, la grotte, la terre, un symbole féminin. On parle de la déesse mère, Gaïa, la terre, comme la lune, est un symbole féminin. Et dernière chose sur le loup, sous le serpent sous l'Antiquité. Alors, là aussi, vous m'excuserez s'il y a des germanophones. Jormungand est le fils donc de Loki le fourbe et le frère du loup Fenrir, et il a été jeté dans la mer, il encercle la mer. Voilà, donc c'est une divinité aussi importante du panthéon germano-scandinave. Donc voilà pour l'âge d'or du serpent. C'est un animal qui est respecté comme un dieu. Vous avez aussi toute la partie égyptienne. Je suis pris par le temps. Voilà, le serpent. Alors, je ne vais pas vous dire le mot parce que c'est la suite de l'intervention. Donc le serpent a un rôle positif, pour faire très simple, c'est l'image du savoir et de la sagesse. J'en arrive à l'ours. Alors l'ours, je vous ai déjà parlé des guerriers. Donc les guerriers d'Odin, les berserkirs, se revêtaient de peau d'ours. Mais ils n'étaient pas les seuls. Il y avait aussi les guerriers d'Arcadie, en Grèce actuelle, qui se revêtaient de peau d'ours. Artémis, Diane, ça dépend dans quel panthéon on se place, était liée à l'ours. Chez nous, en Gaule, enfin même ici on était aux marges de l'Empire romain, Andarta Arduina est lié à l'ours. Et enfin, c'est sorti de notre imaginaire. Avant que le lion soit roi des animaux, c'était l'ours, le roi des animaux. C'était pas le lion. Oui. Dans l'imaginaire, quels que soient les peuples européens, oui. Les religions tout en vol, partout, c'était l'ours qui a été détruit par l'Église. Je reviens, c'est la suite. Voilà, donc l'ours c'était le roi des animaux. C'était pas le lion, c'était l'ours. Il y avait 2 fêtes qui lui étaient consacrées. Le 11 novembre, alors ça n'avait bien évidemment rien à voir avec l'armistice, qui était la fête de l'hivernage pour les paysans, petit peuple. Mais ça a son importance, le petit peuple et le monde des paysans. N'oubliez pas, païen, paganus, plouc.
la traduction. C'est un mot en réalité péjoratif, païen. Païen, paganus, c'était le plouc. Donc, fête de l'hivernage, 11 novembre, avec des déguisements, des jeux à connotation sexuelle, un peu comme les Lupercales. Et 2-3 février, fête consacrée à l'ours, sortie de l'hivernage, pour les paysans, mais aussi pour l'ours. Et là, c'était une fête qui donnait lieu à des rapts et des viols simulés. Voilà. Et donc voilà, concernant l'ours, est aussi un symbole guerrier par excellence, le roi des animaux. Dernier animal, le sanglier. Alors, le sanglier, c'est le symbole à la fois de la force et de la fertilité. Le sanglier est lié à la terre. La terre est le symbole de la fertilité. Et la terre est une déesse féminine. Il est associé avec nos voisins germaniques, avec donc les dieux frères et Freya, qui sont associés à un sanglier. Arduina, déesse gauloise, chevauche un sanglier. Et enfin, et moi j'ai eu la chance parce que j'habite pas très loin, chez les Gaulois, le sanglier ornait les carnixes, dont de magnifiques spécimens ont été retrouvés. Si vous passez, alors le problème c'est que l'exposition est itinérante. Les plus belles découvertes ont été faites à Tintignac, juste à côté de l'autoroute. Et on a parce que les carnixes en offrande étaient très souvent brisés. Donc on avait des morceaux de carnixes. C'est la première fois qu'à Tintignac, on a retrouvé des carnixes entiers et que les scientifiques peuvent même maintenant reproduire le son du carnix. Là aussi, les légions romaines, alors les Gaulois ne se battaient pas comme l'image un peu folklorique, à moitié nus, se jetant, ils étaient beaucoup plus ordonnés que ça. Ils impressionnaient les Romains parce qu'ils avaient récupéré quelques traditions, entre autres chez les Saliens, de se promener avec quelques têtes coupées. Donc, ils perturbaient un peu le fonctionnement très, très carré c'est le cas de le dire, très carré de la légion romaine qui était héritée des phalanges, plus le son. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur les carnixes de Tintignac, le son devait être quand même impressionnant, enfin, la fureur de la bataille, le son des carnixes. Donc, le sanglier, bon, on a tous Obélix et Astérix avec le sanglier sous le bras. Oui, le sanglier jouait un rôle important de divinité, de symbole guerrier, puisqu'on le retrouvait sur les carnixes, on le retrouvait aussi sur les casques, particulièrement les défenses, puisqu'il faut savoir que des défenses de sanglier, vous éventrent un chien sans aucun problème, et peuvent même vous éventrer, c'est arrivé déjà quelquefois pour ceux qui pratiquent la chasse, des accidents de chasse, des gens qui se font, moi j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un une blessure à la jambe par sanglier, ça vous déchique une jambe sans aucun problème. Même le cochon, qui n'est qu'un lointain descendant du sanglier, il vous mange, alors pas par méchanceté, mais vous faites un malaise, c'est déjà arrivé, vous faites un malaise dans un endroit où il y a des cochons, le cochon va vous manger, il ne va rien rester de vous. Voilà. Donc voilà l'âge d'or de ces animaux. Mais cet âge d'or ne va pas durer. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle religion va apparaître quelque part au Proche-Orient. Alors, je vais lui donner son nom, qui s'appelle, dans un premier temps, on parle de judéo-christianisme, puis de pagano-christianisme, et enfin de christianisme.
l'arrivée de cette nouvelle religion va marquer la fin de l'âge d'or de ces 4 animaux sauvages, mais en général, la fin de l'âge d'or de la relation entre l'humain et l'animal. Jusqu'à maintenant, ils vivaient en harmonie. Je ne veux pas dire que tout se passait bien, que les loups mangeaient de la salade et que le serpent ne mordait personne, mais ils vivaient en harmonie, ils étaient respectés pour ce qu'ils étaient. Alors, il faut donner une date, il n'y a pas de date de la fin de l'âge d'or. Arbitrairement, j'ai pris l'édit de Thessalonique en 380 après Jésus-Christ, édit de l'empereur Théodose, qui impose à l'Empire romain le christianisme, avant qu'il y ait les différents schismes, comme religion d'État, d'empire, pardon. Donc, c'est la fin du paganisme, des traditions ancestrales, et est reconnu de gré puis de force le judéo-christianisme et enfin le pagano-christianisme. Très rapidement, l'Église va se, et je vais aussi moi faire très rapidement, l'Église va se heurter à 2 résistances. Les résistances du peuple, les fameux paganus, ces ploucs qui continuent à vénérer telle déesse, tel dieu, telle déesse mineure de telle source. Les femmes allaient se frotter sur telle pierre pour essayer d'être plus fertiles, pour calmer leur douleur. La vie en harmonie avec la nature. Ça, l'Église n'en veut plus. Il y a un Dieu unique qui plus est est un Dieu qui est dur envers l'homme. Et un Dieu qui a donné à l'homme la terre et qui lui dit « tu régneras sur la terre et tout ce qui vit sur la terre ». Et donc ça veut dire qu'il y a à partir de maintenant une hiérarchie, on pourrait parler maintenant, c'est à la mode, de hiérarchie des normes. Et en haut, alors en haut, tout en haut, il y a Dieu, mais juste en dessous de Dieu, il y a l'homme, avec un grand H, l'humain. Et en dessous, il y a les animaux, et plus ça va, plus il y a les animaux sauvages. Et entre autres, on retrouve nos fameux 4 animaux qui posent de sacrés problèmes à l'Église. Le loup, l'ours, le serpent et le sanglier. Pourquoi ? Parce que cette religion nouvelle, dont le symbole est un berger portant un agneau, une religion qui vient du désert, dont le mode principal de vie tourne autour de l'élevage, va rentrer en confrontation très dure avec les anciennes croyances. Le petit peuple, attaché à ses dieux et ses déesses, et la deuxième caste qui l'embête particulièrement, c'est celle des guerriers qui, entre-temps, on a renommé chevalerie. Et la chevalerie, comme tout bon guerrier, se sont appropriés ces 4 animaux. L'ours, le loup, le sanglier et le serpent. Ce sont des figures de la chevalerie. Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux aussi de combat. Après s'être heurté frontalement avec ces croyances, l'Église, au fur et à mesure du temps, va adopter, et donc c'est là où on va parler de transition de pagano-christianisme, quand elle va voir que ça ne va pas marcher, que le petit peuple, c'est paganus, et les chevaliers restent attachés, en tout cas à certaines figures, elle va les absorber, ou elle va les ridiculiser. L'ours,
ça va devenir le petit ours. Bébête, mignon, petit ours, c'est pas de tôt. Ça pense qu'à manger. Non, c'est un goinfre. Et puis voilà, c'est gros, c'est bête, ça pense qu'à bouffer. Excusez-moi d'être très trivial. Donc l'ours va être abêti. Et ça reste. Oh, le gentil petit ours. C'est pas gentil un ours. C'est pas méchant non plus. C'est pas du tout un animal, contrairement par exemple au loup qui a une peur naturelle de l'homme. L'ours aurait plutôt tendance à être agressif. Donc on va casser. Elle fait ce qu'on fait maintenant actuellement quand on veut détruire une image. Elle va détruire l'image de l'ours. Deuxième bête, le sanglier. Le sanglier, c'est sale. Il vit dans la terre, ça mouche quand il remue pour se coucher. C'est porteur de maladies. C'est sanglier cochon, évidemment. On dit, passer dans le langage courant, sale comme un cochon. Il y a en plus un côté copulation un peu effréné derrière le sanglier. Donc là, on va salir l'animal. N'oublions quand même pas que c'était l'un des symboles de la Gaule. Enfin, la Gaule n'a jamais existé en tant qu'État, mais c'était un symbole là aussi guerrier. Donc il fallait casser cette image. Donc le sanglier, le cochon, un animal sale, et à travers cette saleté venant de la terre, tout ce qui va être lié à la terre va devenir sale. La terre, c'est sale, c'est l'endroit où on attrape les maladies, ou c'est l'endroit des enfers, même si les enfers existaient déjà sous l'Antiquité, mais c'est l'endroit des enfers, c'est les grottes, c'est les choses mystérieuses, c'est les endroits tabous où il ne faut pas aller. Donc il va y avoir une méfiance vis-à-vis de la terre. Et le sanglier, d'animal sacré, va devenir, y compris pour certaines religions, un animal impur. Dans 2 des 3 religions du livre, le judaïsme et l'islam, c'est un animal impur. Alors, pour des raisons qui peuvent s'expliquer, qui seraient trop longues à expliquer ici. Troisième animal, le serpent. Là, le serpent, c'est... Alors, c'est pas tout de suite le diable. Pas tout de suite. Dans l'Ancien Testament, c'est la méchante bébête qui, à vous, mesdames, qui n'avez pas su lui tenir tête, vous a fait prendre le fruit de l'arbre, d'un des 2 arbres défendus dans le paradis terrestre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, exactement, puisque donc les 2 arbres auxquels Dieu avait interdit de toucher Adam et Ève étaient l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut le prendre dans son ensemble. C'est la connaissance du bien et du mal. Donc le serpent va... Alors le serpent n'est pas défini dans l'Ancien Testament comme une bête démoniaque. C'est un tentateur. Et donc Ève va goûter le fruit qui deviendra tardivement la pomme, et encore ça a évolué au cours des âges, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois qu'elle l'aura croqué, elle va tenter à son tour Adam, qui, comme tous les hommes, va plonger la tête la première dans la pomme. Et à partir de là, Adam et Ève vont prendre conscience de leur nudité, en se rendant compte qu'ils se cachent. Alors Adam, il cache son sexe, et Ève en fait la même chose avec sa poitrine. Et Dieu, se rendant compte que Adam et Ève, qui jusqu'à maintenant vivaient nus comme des vers, et ça leur allait très bien, comprend qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et toute la suite que vous connaissez.
Concernant le serpent, je mets de côté Adam et Ève. Concernant le serpent, Dieu va le condamner à manger de la poussière, pas forcément très agréable, à ramper devant les hommes et à être, plus important, en guerre permanente avec l'homme, l'humain. L'homme l'écrasera de son talon, le serpent le mordra. Il va y avoir, on le retrouve dans le Nouveau Testament, pas partout, association tardive du serpent et du diable. Dans l'Ancien Testament, on ne le trouve pas. Dans le Nouveau Testament, on peut commencer à trouver l'association du serpent et du diable. Et au fur et à mesure de l'implantation du pagano-christianisme, le serpent va de plus en plus être considéré comme l'une des représentations du diable. Et j'en arrive à la dernière bête, qui est le loup. Eh bien, le loup va être, lui, la bête du diable par excellence. C'est l'adversaire de l'agneau. Je suis le berger. C'est l'animal qui accompagne les sorcières, les femmes, qui hurle à la lune, la femme, où certains hommes peuvent se transformer, issus des mythes de Lycaon, des guerriers, etc., etc., il va y avoir une véritable diabolisation, dans le sens premier du terme. Le loup va être une représentation du diable. Mais, en même temps que le loup va être associé à une représentation du diable, l'image de la femme tentatrice, descendante de Ève, va être associée à celle de la louve. Et on trouve des procès en sorcellerie, y compris tardivement, pas qu'au début du Moyen-Âge, où des femmes sont soumises, on ne disait pas torturées, on disait soumises à la question, sont soumises à la question, et conjointement, une louve est elle aussi soumise à la question, où on a les détails, éviscération, fer, etc., 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 avant que la femme et la louve avouent faire commerce avec le malin, soient pardonnées et brûlées en tant que bonnes catholiques repenties. Vont s'associer dans l'imaginaire, on peut dire chez ces moines fous, l'image de la louve et de la femme, ça va rester. Du coup, cette fameuse louve de Rome, ça va devenir loupa, la prostituée. D'où le lupanar. D'où elle a vu le loup. Et un certain nombre d'expressions qui vont découler, puisque loup, sexualité débridée. N'oubliez pas, mesdames, et messieurs aussi, parce qu'on est co-responsables, que pendant longtemps, l'Église s'est posé la question de savoir si la femme avait une âme. Et y compris jusque très récemment dans notre histoire, y compris dans l'histoire de notre République laïque, la femme et l'homme n'avaient pas tous les droits, années 60-64, je crois, pour que la femme ait le droit d'ouvrir un compte, voilà. Dans les années 60, je ne sais plus exactement, pour que la femme, un certain nombre d'ici, je vois, c'est pas vous faire injure, mesdames, vous avez dû connaître cette époque où vous avez enfin pu ouvrir un compte sans demander l'autorisation à votre mari. Voilà. Et pourtant, on était dans une république laïque. On était dans une république laïque et bien laïque. Donc, la dégradation de l'image des animaux est liée, je ne vais pas dire, me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, que la femme est un animal, mais la dégradation de l'image de la relation humain-animal, animaux sauvages pour ce qui nous concerne, on peut faire un parallèle entre la dégradation de l'image du rôle de la femme dans notre société.
Après, on pourra échanger sans aucun problème. Voilà. Je reste évidemment dans notre société. J'aborde pas la planète entière. Hein. Je parle de chez nous. Voilà. Et je parle. Alors, c'est pas que je ne veux pas parler du rôle de la femme, mais je parle surtout des animaux. Donc, c'est la fin de l'âge d'or pour la relation entre l'humain et l'animal. Et tout ce qui va découler par la suite va être une lente dégradation. Pour vous donner un dernier exemple, en 1114, il y a le synode de Saint-Jacques de Compostelle. L'Église prône la guerre sainte. Guerre sainte, ce n'est pas réservé qu'à d'autres religions, prône la guerre sainte contre le loup. Et à partir... Alors, je ne vais pas dire que c'est cette date précisément, mais ça va être un effet multiplicateur de notre rupture, et nous en payons encore, parce que nous sommes imprégnés d'histoire avec un grand H, et les religions, font partie de notre histoire avec un grand H. Donc à partir de ce moment, il va y avoir une fracture. Alors, pas à tous les niveaux. Elle ne va pas se faire un claquement de doigts. Ce petit peuple, ces Paganous, ces Ploucs, ils vont rester attachés. Et là, je fais une parenthèse rapide. Ce qui s'appelait déesse X ou déesse Y va s'appeler sainte truc ou sainte machin. On va toujours aller boire à la source parce qu'elle a une vertu au lieu de s'appeler la source de tel dieu, tel nymphe, etc. Ce sera la source de telle sainte ou de tel saint. En Bretagne, si certains d'entre vous sont allés en Bretagne, les menhirs, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'Antiquité, qui existait bien avant, les pierres dressées vont être christianisées. C'est pour ça qu'on parle de pagano-christianisme. L'Église va sculpter des croix dessus, des symboles, des calvaires qui vont être faits sur des menhirs et sur des dolmens. Donc, c'est pour ça qu'on parle de pagano-christianisme. L'Église va s'approprier, avec un grand E, quand je parle de l'Église, va s'approprier ces croyances puisqu'elle n'est pas arrivée à les éradiquer. Mais en se les appropriant, pour ces 4 animaux emblématiques, elle va soit en faire des figures du malin, à quelques exceptions près, il y a Saint François d'Assise par exemple, soit elle va en faire des figures du malin, soit elle va en faire des figures de la bêtise, on peut dire, soit elle va en faire des figures de la saleté. Voilà. Donc, et il va y avoir quand même, puisqu'on va devenir aussi de plus en plus urbain, il va y avoir un fossé qui va se construire au fur et à mesure entre le monde sauvage et les humains. Alors qu'il est toujours bon de le rappeler, nous faisons partie du même règne. On n'est pas des minéraux, on n'est pas des plantes, on est des animaux qui sont censés être un peu plus évolués, qu'on dit être plus évolués que les animaux. Dans certains cas, on peut se poser la question, mais nous faisons partie du règne animal. Et il va y avoir... Alors, le monde d'avant n'était pas un monde de bisounours, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il n'y avait pas cette coupure, cette peur, cette incompréhension que nous vivons actuellement, et de là va découler de l'incompréhension et de la méconnaissance, doublé avec un système économique, on en arrive à de l'exploitation, et nous en arrivons aujourd'hui à l'exploitation de l'animal. Je ne rentrerai pas volontairement, parce que ce n'est pas le lieu ici, sur la consommation de viande ou pas viande, mais je parle de l'exploitation de l'animal dans des conditions qui sont indignes. Tout ça, ça a une histoire, il y a une explication, il y a des siècles de labour idéologique, cultuel dans le cas présent, où
Le loup, c'est le diable, le serpent, c'est le diable, le cochon, le sanglier, c'est sale, l'ours, c'est bête, etc., 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 etc. Voilà. Donc, et ça s'est amplifié. Sont venus se rapporter quelques mythes et légendes contemporains. Je voulais l'aborder avec vous, je n'ai pas le temps, je voulais vous parler de la bête du Gévaudan. L'aspect religieux est important dans la bête du Gévaudan. Tout le monde a entendu parler de la bête du Gévaudan. Je fais une brève aparté concernant la bête du Gévaudan. On pourra en parler dans notre échange. L'évêque de Mende, donc le cœur du Gévaudan de l'époque, la Lozère à peu près pour faire simple d'aujourd'hui, l'évêque de Mende, dans ses prêches, dit ses fidèles, cette bête vous a été envoyée par Dieu car vous vous comportez comme de mauvais catholiques. Je vous laisse imaginer en plus, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés dans cette région, qui n'est plus le Gévaudan de cette époque, qui quand même aujourd'hui, quand on va à Mende et dans la région, c'est une région qui prend au triple le Gévaudan. Le soir, c'est pas Nice. Voilà, c'est pas la même ambiance que Nice. Ça prend encore au triple le Gévaudan. Donc je vous laisse imaginer le Gévaudan de l'époque, avec les croyances, les contes, les mythes, les légendes colportées de marchand en marchand, les églises où le bon peuple ne comprenait pas un mot de ce que disait l'évêque en chair qui parlait en latin, plus personne ne parlait en latin, et qui leur dit en patois, dans leur langue régionale, si cette bête arrive, c'est de votre faute, c'est parce que vous avez été de mauvais chrétiens. Entre parenthèses, on parle de bête et jamais de loup. Voilà. Donc pour vous dire que même à l'époque moderne, c'est encore ancré dans l'image et ça reste encore. Les jeunes générations, moins. J'ai eu l'occasion de discuter, il n'y a pas plus tard, je vais trahir un secret, Michel, désolé, avec Michel au téléphone. Les jeunes générations sont passées à autre chose. Donc, je n'évoquerai pas avec vous la bête du Gévaudan. Je passe très rapidement sur des dictons. Le fameux « elle a vu le loup », mais « elle a que le l'op ». Enfin, j'allais dire chez nous, oui, parce que moi aussi, je suis en Occitanie, donc nous parlons la langue d'oc. Chez nos amis de la langue d'oï, c'est le le. Donc le loup, le. Elle a que le, elle a que loup. Voilà. Je passe donc sur les dictons. J'en arrive à l'histoire moderne et sur l'appropriation du loup. 3 choses, pas forcément positives. La première, qui elle ne l'est pas du tout, le loup, dans notre histoire toute récente, alors il y est pour rien, a été réutilisé par le régime national-socialiste, donc de 1933 à 1945. Il faut savoir que, d'ailleurs, c'est repassé il n'y a pas très longtemps, je crois, sur LCP, des documentaires filmés où ils ont retrouvé des documentaires filmés par Eva Braun. L'un des pseudonymes du chancelier Hitler était Monsieur Wolf, Monsieur Loup. Alors je ne vous le dirai pas en allemand parce que je ne parle pas l'allemand, mais l'un de ces QG était sur le front de l'Est, s'appelait la tanière du loup, en nom de code, et il a existé une unité combattante de 1945 jusqu'en 1954. Les derniers ont dû être tués aux alentours des années 50-55, qui s'appelaient les Werwolf, les loups-garous, qui chez les Allemands ont une connotation particulière, le loup-garou. Donc les Werwolf étaient créés à partir d'unités de la SS et de la Waffen-SS, qui voyaient que l'affaire était pliée et qui devaient combattre sur les arrières et éventuellement repermettre un retour du régime national-socialiste. Il faut savoir que les derniers combattants ont été dans les pays baltes jusqu'en 1900. On pense que, officiellement, le dernier groupe a été tué en 1954. 1954, hein.
les gens se battaient encore sous l'uniforme, enfin, ils n'avaient pas d'uniforme, mais sous la croix gammée, et ils étaient aidés par l'OSS, qui est l'ancêtre de la CIA. Donc la CIA, puisqu'ils combattaient les troupes communistes, et les Américains aidaient ces fameux Werwolf qui s'appelaient les Frères de la Forêt. Voilà, donc ça je fais vite. Donc c'est une réutilisation. Un certain nombre d'unités allemandes ont porté des insignes qui tournaient autour du loup, mais aussi américaines. Il y a une division qui portait, moi je suis un ancien militaire, on porte nos insignes de division ici, une division américaine portait une tête de loup. Deuxième réutilisation moderne du loup, les loups gris en Turquie, qui existe toujours, un mouvement nationaliste turc dur, pour pas dire violent, fondé par, alors là aussi je ne parle pas du tout le turc, désolé s'il y a des turcophones, par Alparslan Turkes. Les loups gris, leur symbole est ceci. Voilà. Pour ceux qui ont vu le film de Jean Reno, L'Empire des loups, ça évoque les loups gris. Ce sont des ultranationalistes qui flirtent aussi avec le système mafieux, voilà, qui existent, qui sont puissants, qui ont une grosse ramification en Allemagne, qui existent toujours, voilà, qui sont particulièrement en pointe dans la lutte contre les Kurdes. Et enfin, dernière utilisation du symbole du loup, et après je m'arrête là, c'est la première guerre d'indépendance de la Tchétchénie, déclenchée par Doudaïev, le général Doudaïev, qui a repris comme symbole, et là on en revient à ce que je vous ai dit tout au début, les mythes turco-mongols. Il a repris comme symbole la louve. Donc la première guerre d'indépendance de la Tchétchénie, avant que ça ne devienne une guerre religieuse comme ça peut l'être maintenant, même si ça a cheval entre le politique et le religieux. La première guerre d'indépendance, donc déclenchée par le général Doudaïev, le symbole était une louve. Alors qu'il faut savoir que dans l'islam, le canidé est un animal impur. Doudaïev a eu une fin, on va dire locale. Il se trouve qu'en allumant son portable, il s'est pris un missile de passage. Voilà. Qui est une grande spécialité de nos amis russes, qui avaient sans doute calé un missile sur la fréquence de son téléphone portable. Nos amis russes savent faire ça très bien. Donc voilà, j'en terminerai là-dessus. S'il y a peut-être une chose à retenir, c'est que le retour en France officiel du loup, novembre 1992, on a notre imaginaire récent en mémoire, plongeons-nous dans notre plus longue mémoire, allons au-delà, sans du passé faire table rase, loin de là, ça fait partie de notre patrimoine, mais n'oublions pas qu'à un moment, on a pu vivre en harmonie avec la nature. Tout à fait. Mais il y a plein de choses. Je peux pas tout à. J'ai une heure pour. On peut rester une semaine si vous avez le temps. Bon, je suis pas sûr que mon employeur soit d'accord. Mais il y a plein de choses. Oui, les louveteaux, mais pourquoi ? Parce que c'est à l'origine Baden-Powell qui a fait le mouvement, le scoutisme. C'était pour former les jeunes à la guerre. Ils étaient habillés d'ailleurs comme des militaires. Ils étaient encadrés par des anciens combattants. Donc, ça formait des jeunes à devenir de bons soldats pour la couronne britannique. Et le loup, on en revient toujours à l'image du loup. Alors, soit négative, alors après on peut dire que la guerre est négative, je suis d'accord avec vous, mais cette image du loup, il l'a puisée dans le mouvement scout, et la louve, les cheftaines, etc., il l'a puisée dans notre plus longue mémoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
Alors, là, excusez-moi, je suis vraiment désolé, pardon. Alors, Madame va passer, puis maintenant, soit je sais vous répondre, tant mieux, soit je ne sais pas vous répondre, je vous dirai je ne sais pas, parce que je n'ai pas la réponse à tout. Ah, la question est difficile que je vais poser. Pour un darwinien orthodoxe, oui, un darwinien puriste, oui, d'accord, hyper puriste, quand l'homme marchait à quatre pattes, quand l'homme était quadrupède, oui. Un darwinien orthodoxe le mettait dans la case des quadrupèdes, lupus, canis, machin truc, ou alors fallait-il déjà lui donner une âme quand il marchait à quatre pattes? Sinon, l'âme serait apparue, jamais personne ne m'a répondu là-dessus, l'âme serait apparue quand il commençait à se relever, ou bien quand il avait toujours la stature canidienne, il n'avait pas encore son âme. Alors, je vais vous répondre, je vais vous faire une vraie réponse de Normand. Si on prend Darwin, l'homme n'est pas dans la ligne des canidés, il est dans la ligne des primates. On est des descendants de primates. Même si, après les primates, on est d'accord, on arrive tous le premier mammifère est un espèce de petit, on va dire pas de petit rongeur, mais quelque chose, un petit marsupial. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, on n'est pas considérés, nous, des descendants de canidés, on est des descendants de primates. Sur l'âme, je vous répondrai pas parce que c'est un côté religieux, et ça, chacun, en fonction de ses croyances, vous mettra de l'âme ou non. Si un créationniste vous dira il avait une âme dès la création de l'homme, dès Adam, un darwinien vous dira prouvez-moi que l'âme existe. Voilà, je peux vous répondre que ça. Je voulais dire, c'est pas trop fort. Je voulais dire, il y a plusieurs choses. Bon, c'est un peu quand même notre culture qui est exposée. Disons que si on va dans d'autres peuples, je prends pour le début, pour l'image que c'est l'ours, que c'est etc. D'autres peuples, par exemple dans les régions d'Alaska ou quoi, c'est le corbeau qui a créé le monde, etc. Oui. Donc tous les peuples adaptent, etc. Ont un imaginaire avec un animal qui se choisissent. Le corbeau, pourquoi? Parce que son hyper-intelligence, ça c'est vrai, par rapport à beaucoup. Bon, ça c'est juste, on est d'accord là-dessus. Bon, maintenant, il me semble qu'on comprend mieux, ici, enfin à mon avis, il manque quelque chose, c'est le début de ce qu'on a appelé sur la Terre. On a là, ici la vision de la Bible, on ne comprend pas très bien, etc. Justement, qu'est-ce qui se passe? Tenez, juste pour introduire ça, qu'est-ce qui se passe à Delphes? Il y a le serpent, qu'est-ce qui arrive au serpent? Non, le serpent, c'est Apollon qui va le détruire. C'est-à-dire que dans toutes les mythologies, même dans les mythologies, il y a l'homme qui prend la place. Il faut le serpent, divinité féminine, c'est Apollon, le mâle qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Pour bien comprendre ce que je veux dire, il faut savoir qu'avant l'époque du début de la Bible, c'était le matriarcat qui régnait sur la terre. Oui, les études sont là. Oui. Le matriarcat... Oui, je ne crois pas. Alors, non, je ne sais pas que je ne crois pas. Mais oui, ça... non. Je ne suis pas un idiot. Hein, non, mais je ne dis pas que vous êtes un idiot non plus. Écoutez, il y a encore plein de peuples qui ont subi le matriarcat, enfin, qui ont pas subi, qui étaient... Et le matriarcat existait en Inde, chez nous, partout. La Bible, qu'est-ce que c'est? Longtemps avant, c'est la femme, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est elle qui écoute le serpent. La Bible, c'est une arme de destruction massive du matriarcat. Si. Je peux vous dire aussi, je m'en suis rendu compte parce que je voyage beaucoup, mes amis Navarro, par exemple,
ont eu longtemps un système matriarcal qui demeure. Alors qu'est-ce que c'est le serpent pour la femme dans ces temps anciens? Le serpent, c'était l'image des règles. La cérémonie, par exemple, de mes amis Navarro, c'est on fait toute une cérémonie au moment où la femme, la jeune fille devient femme, elle a des épreuves, etc., etc. Voilà. Et après, parmi ces épreuves, il y a toute une nuit. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer parce que j'ai pu entendre le chant de la nuit, alors que normalement c'est interdit, mais moi j'étais loin, je ne savais pas à l'époque. Donc, je me suis intéressé à ce problème. Le matriarcat régnait sur la terre entière. Donc, chez les Grecs, on met fin au matriarcat. Au début de la Bible, c'est une arbre. Réfléchissez bien, pourquoi on ridiculisait cette pauvre Ève qui est là avec son serpent, etc. Le serpent était lié tout le temps, pourquoi? Le cycle du serpent qui perd sa peau, dans l'imaginaire de tous ces peuples, c'était lié à la périodicité des règles de la femme. Dans tous les peuples, vous pouvez aller en Amérique du Sud, partout, tout ça, voilà. Après, donc, non, je veux dire, c'est un élément de compréhension qui manque. Oui, non. Après, voilà, j'ai malheureusement. Si, c'est le sujet. J'ai malheureusement. Sinon, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas qu'on s'entraîne aux animaux, etc. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, c'est pas possible. Il y a des millions. C'est pas une chose, c'est des millions de choses sur lesquelles je suis passé. Pour vous, ça va être le principal. Pour d'autres, ça va être vous avez pas assez parlé du loup. En une heure. Voilà. En une heure, c'est vrai que c'est difficile de. Merci. On en fera peut-être une autre conférence. On va voir ça avec vous tout à l'heure. Moi, ce que je voulais dire aussi, donc l'animal a été dévalorisé, effectivement. Mais ensuite, comment est-on passé à cette maltraitance industrielle maintenant? Moi, ce que j'ai lu, vous me direz ce que vous en pensez, c'est le Fordisme. Le Fordisme, Ford a construit des voitures et on est passé en Europe, comme aux États-Unis, à la déconstruction de l'animal. C'est comme ça qu'on arrive à cette industrialisation de l'élevage. Donc, comme on sait construire, on a appris à déconstruire l'animal, à vous découper un animal. Et de là, on est parti dans ces abattages. Alors, bien sûr, dans le silence de l'abattoir, où personne ne doit rentrer. Et maintenant, on se rend compte qu'effectivement, des caméras sont rentrées, on voit ces images abominables, mais sinon, on mangeait de la viande, des produits animaliers sous plastique sans aucun problème. Maintenant, on commence à se poser des problèmes. Merci. Voilà. Vous avez pris conscience il y a 35 ans. Voilà. Et donc maintenant, de plus en plus de gens en prennent conscience, et on va peut-être retrouver un respect pour l'animal, tout du moins je l'espère. Alors, si vous avez, alors là-dessus, je ne vais pas rebondir parce que bon, c'est une précision. Après, voilà, si vous avez des questions, profitez-en sur les Alpes-Maritimes, le loup, en particulier l'élevage. Je crois qu'il y a Madame qui veut poser une question. Merci. Bon, le loup, c'est vrai qu'il inspire le respect, mais depuis qu'il est dans les Alpes, il y a quand même beaucoup d'agneaux qui sont égorgés. Voilà. Et j'ai lu un article où un berger dit oui, je suis indemnisé, mais j'ai pas envie de gagner de l'argent comme ça. Voilà. Alors voilà, c'est pas que les autres questions me font pas plaisir, mais là, j'allais presque dire, c'est le cœur de notre association. Ça soulève une question, soulève plein de questions. Quelle est la vision du pastoralisme en France? Le pastoralisme en France n'existe pas. On parle d'industrie ovine. J'explique. En France, on fait de la race à viande, principalement. On fait du surpâturage. Vous avez des troupeaux entre 1000, 2000, 2500 têtes. Oui. Vous avez donc, on n'est pas dans l'image d'Épinal, là aussi, du berger, ses 4 moutons, son chien, etc. On est dans de l'industrie ovine. Surpâturage. Des bergers qui vous disent, moi je suis désolé, je ne veux pas aller dormir avec les bêtes. Des éleveurs
qui sont devenus éleveurs, et ça je vous en parle parce que je connais très bien, certains j'ai même découvert d'une des origines, enfin des endroits où j'ai le berceau de ma famille, des gens qui n'avaient jamais été éleveurs, qui sont devenus éleveurs après l'arrivée du loup, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc des éleveurs qui montent, une fois que les caméras sont parties, qui les mettent, je cite, dans des bus, leurs 2500 bêtes, et qui les montent dans les alpages, et qui les laissent, parce qu'ils ne vont pas dormir avec leurs bêtes. Souvent, ils travaillent ici, à Nice, ça tombe bien. Ils ont une activité. Voilà. Donc vous avez du surpâturage, des bêtes laissées sans protection, ou, pour 2500 têtes, vous avez 4 patous, qui sont parmi les chiens de protection, qui, eux, peuvent affronter le loup. On compte un patou pour une quinzaine d'animaux, un peu moins. 4 patous pour 2500. 4 patous pour 2500. Heureusement que Canis lupus italicus, le loup qui est à quelques kilomètres d'ici, est tout petit. Il a la taille d'un labrador. C'est pas ce que vous voyez à la télé, le loup qu'on a en France. Ce que vous voyez à la télé, c'est des loups nord-américains, canadiens, sibériens. C'est un petit labrador, celui qui est ici. Tout petit, d'ailleurs, pour ça qu'on ne le voit quasiment pas. C'est extrêmement dur de le filmer. Les meutes, elles font 3, 4, 6 loups, maximum. Voilà. C'est tout petit. Avant l'arrivée du loup, il y avait quasiment plus d'élevage. Côté France, il y en avait toujours du côté italien, mais nos amis italiens font, eux, plutôt du lait ou de la laine. Voilà. Donc, ils les rendent systématiquement tous les soirs. Et puis, culturellement, la louve, c'est quand même resté imprégné dans leur imaginaire, si vous voulez. Donc, moi, j'ai dormi dans les châteaux, dans les forts, Forte Centrale, Epernente, Tabourde, Pépine, qu'il y a au col de Tende. Il y a les bergers rentraient leurs bêtes dans les forts du col de Tende, qu'il y a au-dessus. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous balader dans le coin. Voilà, donc il est rentré là-bas. Donc vous avez des bêtes qui sont laissées sans surveillance, sur pâturage, avec une protection nulle. Je ne dis pas que le loup, quand il est de passage, il ne va pas croquer un agneau. C'est un carnivore. Il y a effectivement des attaques de loup. C'est indéniable. Elle représente 0,09% des décès du cheptel ovin en France. 0,09%. Et dans ces 0,09%, il y a aussi les dégâts faits par le lynx et par l'ours. Donc ça ne représente rien. Par contre, bizarrement, il n'y a plus un seul chien errant. Il n'y a plus un seul chien divagant. Ils ont disparu. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'une attaque de chien errant ou de chien divagant, c'est 0. C'est pour vous, c'est perdu. Et une attaque sur un troupeau qui sont même plus vérifiés, il n'y a plus de prélèvements ADN qui sont faits, ça coûtait trop cher. Et maintenant, on est même arrivé au stade de suspicion d'attaque. Quand il y a suspicion d'attaque, il y a dédommagement sur la bonne foi de l'éleveur, sur les dégâts directs et indirects, c'est-à-dire le traumatisme causé au troupeau, les avortements possibles qu'il peut y avoir, etc., etc. Pourquoi croyez-vous que des gens qui n'ont jamais été éleveurs de leur vie, jamais, se sont mis, après l'arrivée du loup, après la mise en place des premiers plans loups, se sont mis à faire de l'élevage? Les vrais éleveurs qui sont dans la plaine de la Crau, c'est là où il y a la plaine de la Crau, c'est les Alpilles, Arles, c'est l'ancien delta du Rhône, si vous voulez. Grande plaine, comme son nom l'indique, grande plaine, c'est l'un des grandes plaines d'élevage avec l'Aveyron et la Corse. Ces gens-là, ils en ont ras-le-bol je vais être grossier là aussi, des quatre gueulards, des Alpes-Maritimes, enfin, de l'arc alpin. Parce que les vrais problèmes, c'est une population qui a de vrais problèmes. On mange de moins en moins de viande de mouton ou d'agneau en France. On en mange un peu pour certaines fêtes. Il y a une fête rituelle
dans lequel des moutons sont vendus, mais le reste mange quasiment plus de viande d'agneau. Et le peu de viande d'agneau que vous trouvez, allez faire vos courses, enfin je ne sais plus les grandes surfaces qu'il peut y avoir à Nix, je vais dire Géant, Carrefour, Leclerc, pour mettre tout le monde d'accord. Il faut regarder la provenance, ça vient de Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un énorme pâturage à ciel ouvert. C'est le plus grand pâturage du monde. Ils embarquent des troupeaux vivants dans des navires-usines et ils débarquent à Marseille ou au Havre en forme de... Ils sont déjà dans la barquette étiquetés. Ils sont même dans la barquette, directement. Ils sont tués, transformés, emballés à bord du bateau. Voilà le vrai problème. Mais ces éleveurs, dont c'est le métier, après, je ne rentrerai pas dans le débat viande, pas viande, mais les gens dont c'est le métier, qui ne sont pas concernés par le loup. Moi j'en ai. En Dordogne, on n'a pas de loup. Ça viendra, mais on n'en a pas encore. Ils vous disent, on en a ras-le-bol. Ils nous embêtent, enfin ils ne disent pas ils nous embêtent, ils disent autre chose, parce que nos vrais problèmes, notre concurrence déloyale, due, et ça il faut le savoir, pourquoi la Nouvelle-Zélande? Parce qu'elle ne paye pas de droit de douane. Et ça, c'est un héritage de l'affaire du Rainbow Warrior, quand on a eu la bonne idée d'aller couler, enfin surtout de se faire prendre, quand on a eu la bonne idée d'aller couler le navire de Greenpeace dans le port d'Auckland, on a oublié quand même que les Néo-Zélandais, c'était des alliés. Et l'une des contreparties, ça a été d'ouvrir nos barrières douanières. Et la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'elle fait? Des films, Le Seigneur des Anneaux, superbe, et du mouton. Voilà. Donc, elle exporte du mouton. Et quand vous discutez avec des Néo-Zélandais, ils vous disent en plus en France, on vous envoie nos plus dégueulasses. Les meilleurs, ils les envoient aux Anglais qui nous les revendent après. Voilà. Donc les meilleurs de leurs moutons partent en Angleterre, nous on a les plus dégueulasses. Voilà le vrai problème. Le vrai problème, mais ça c'est pas vendeur. Vous êtes venu m'écouter, c'est gentil, mais vous allez repartir en disant mais il n'y a pas de problème. Non, le problème il est purement économique et politique. Sauf que demain vous mettez dans Nice Matin, je parle Nice Matin ou Var Matin, qui font attaque de loup, et puis quand vous lisez, il semblerait que, de toute façon, comme aucune étude ADN a été faite, on ne sait pas. Mais ça, si vous mettez, et les journalistes en off, ils vous le disent. Ils vous disent, attendez, monsieur Gaziello, je ne vais pas mettre des chiens errants, les gens, ils n'ont rien à faire des chiens errants. Le loup, en première page, le loup, chien errant. Pour parler des problèmes économiques, des barrières douanières de la Nouvelle-Zélande. Et moi, j'ai besoin de vivre du papier, de vendre mon papier. De plus en plus de journalistes sont des pigistes. Ils ne sont même plus employés par les journaux. Ils vendent l'article. S'il ne vend pas son article, et je peux le comprendre quelque part, le gars, il touche rien. Ou le gars ou la nana, elle touche rien. Donc le problème, si tant est soit-il qu'il y a un problème, il est purement politique et économique. Purement. Tous les acteurs le savent. Quand vous allez au ministère, ils vous le disent. Monsieur Gaziello, oui. Pas plus tard que l'année dernière, l'année dernière, mois de novembre l'année dernière, c'était encore Ségolène Royal qui était ministre de l'Environnement. Son DIRCAB m'a dit, monsieur Gaziello, oui, j'ai pas envie d'avoir les paysans et les agriculteurs dans la rue. Je sais ce que vous me dites. Le gars, effectivement, il savait, c'était un ancien du Muséum d'Histoire Naturelle. Il savait de quoi il parlait, même mieux que moi. Il dit, mais on sait tous. Et la ministre, elle ne va pas monter au front. En face d'elle, elle a des députés. Combien pour le loup? 2. Combien pour les chasseurs? Ah oui. Combien pour la FNSEA? Ouf. La ministre, elle ne va pas monter au créneau. C'est du lobbying, c'est de la politique. Ce n'est que ça. L'histoire du loup, ce n'est qu'une histoire politique, économique, parce qu'il y a une vraie profession, une profession qui est réellement sinistrée. Mais après, derrière, le loup, il est strictement pour rien. Vous savez combien il y a de loups en France? Sur tout le territoire national, il y a entre... Alors, les chiffres officiels, je vais vous donner les chiffres officiels, c'est 386 au NCFS. Il y en a, allez, on va dire entre 150 et 200. 150 et 200 loups sur un territoire comme la France, c'est rien.
Oui, moi je voulais dire, oui, pour avoir une version un peu plus positive, peut-être changer la vision. Et moi j'ai vu une émission assez récente avec ma mère qui disait que justement, on avait réhabilité des loups dans une réserve naturelle. Et ils avaient montré qu'il y a 10 ans, en fait, il y avait tous les cerfs, tout ça, qui mangeaient tout et qui avaient complètement dévasté. Et en faisant revenir les loups, en fait, on a eu toute une biodiversité qui s'est complètement... c'était assez extraordinaire. Et du coup, je me suis dit, si on met l'accent de plus en plus sur ce genre de... Puisque ça marche, en plus, en mettant, en essayant de faire, on va dire, quelque chose de médiatique là-dessus, peut-être que les gens vont avoir de plus en plus conscience que en fait, les loups sont au cœur vraiment de jouer un rôle essentiel au niveau de réguler tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'était intéressant parce que justement on voit tout le temps dans la presse ce côté-là, et là on montrait vraiment qu'il y avait autre chose de possible du coup, donc ça c'était intéressant. Donc, Alors merci, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Donc ça s'est passé au Yellowstone, où les Américains ont du coup réintroduit du loup. Nous, il est revenu naturellement. S'il y a peut-être une chose à retenir, c'est que le loup est revenu naturellement. Il n'y a pas eu de soucoupe volante, de camionnette, de ci, de là. Il est revenu naturellement d'Italie. Il y a un débat où en Italie. Mais ça, peut-être, si vous voulez, je vous en dirai plus après. Le loup, ça me fait dire une chose. Il reste quasiment plus d'agriculteurs en montagne, ceux qui font de l'agriculture, de la semence. Eux, à genoux, ils demandent le retour du loup. À genoux. Quand le gars, le matin, il se lève, qu'il a son champ qui a été mougé, qui a été ravagé, bouffé, etc., il aimerait qu'il y ait des grands prédateurs. Il a envie. Et il y a aussi des bergers. Il y a aussi des bergers qui sont pro-loup. Mais lui, il en a envie. Pourquoi ? Parce que on a une gestion, j'aime pas dire ce mot, mais c'est de la gestion qui a été faite par les fédérations de chasse du gibier qui est complètement tarée. Où on a créé du sanglochon, du cochon glier, on a fait venir des cerfs d'Europe centrale parce que le cerf français était trop petit. On fait de l'engrenage. Il y a un truc de fou, donc ça a échappé aux fédérations de chasse, et les gens qui font de la culture, le gars quand il se lève le matin, qu'il voit son champ, je ne sais pas si vous avez déjà vu une harde de sangliers mouger dans un champ, c'est impressionnant. Moi je suis en plein secteur rural, ça vous laboure le champ complètement. Donc oui, vous avez raison, mais nous on n'a même pas besoin de réintroduire le loup, on a besoin de le laisser vivre, effectivement de protéger nos troupeaux, mais j'ai parlé brièvement de la bête du Gévaudan. Qu'est-ce qui gardait les troupeaux pendant des générations, pour ne pas dire des siècles? Voilà, madame. C'était des enfants, on parlait de jeunes pâtres. C'était des enfants d'une dizaine d'années. Et il y avait des loups, aux quatre coins de la France. Et évidemment, le loup, il n'était toujours pas herbivore à cette époque. Qu'est-ce qu'il essayait de faire ? De prendre un mouton. Quand vous lisez, qu'est-ce qu'ils faisaient les enfants ? Ils jetaient des pierres, ceux qui avaient les plus riches, ils tapaient dans leurs sabots, ou ils donnaient des coups de bâton. Et le loup partait. Voilà, des pierres, des sabots et des bâtons. Et on paye des millions d'euros. C'est dans Nice Matin. Alors pourtant, on ne peut pas dire qu'ils sont pro-loup. Des millions d'euros. On a armé la brigade loup, on leur a filé qui sont des carabines, et on leur a mis des optiques militaires dessus. On n'arrive pas à équiper nos armées qui combattent dans le Mali, et à la brigade loup, on leur a mis des appareils de vision de nuit dessus pour aller tirer les 150 loups de la taille d'un labrador. Oui, vous avez raison. Une bonne gestion, alors j'aime pas le terme bonne gestion, mais une bonne gestion, oui, on est pour... c'est difficile d'être plus con que les Américains quand même, hein, on y arrive. J'espère qu'il n'y a pas d'Américains dans la salle. J'ai rien contre. Il y a une peur naturelle de l'homme. Après, il ne faut pas non plus... Un loup reste un loup, un ours reste un ours, un serpent. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Il ne faut pas projeter notre image sur l'image de l'animal. Il y a une peur naturelle de l'homme, à tel point que La Vallée des loups, le film tout récent qui a été fait en France, le gars, il a mis 3 ans pour le faire. Les
99,999% des films que vous voyez, ce sont soit des meutes qui sont localisées par GPS, des superbes films de National Geographic tournés aux USA, les loups, la meute des druides qui a été complètement décimée par maladie et la dernière a été abattue, elle était géolocalisée par GPS, et après le reste, vous savez où est-ce qu'ils vont tourner ? Ils vont tourner dans les parcs. Parce que c'est très 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 dur. Et pourtant, les loups nord-américains, c'est des sacrés morceaux. Hein. Les mâles montent à 90 kg. Le loup français, 35 en moyenne. Une question encore ? On en prend deux, une, puis une autre, et après on arrête. Notre problème ici, c'est uniquement la chasse, parce que quand vous êtes... Ici, j'ai encore mon t-shirt de Yellowstone, j'y vais souvent. Quand, je suis toujours dans le Mercantour. Quand vous êtes dans un parc où il n'y a pas de chasse, le loup, il passe à côté, il vous regarde. Moi, il me regarde. Cet été, je suis allé discuter avec 2 ours. Je leur ai dit, bon, là, tu sais, tu bloques le chemin. Donc, quand vous êtes dans des milieux qui sont protégés, qu'il n'y a pas cette crainte, le rapport entre nous et les animaux est complètement différent. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur, je l'ai très brièvement évoqué. Je ne pourrais pas vous dire le nom du deuxième scientifique, qu'il me pardonne. Donc le premier, c'est Pierre Jouventin, qui est un éthologue. Si vous vous intéressez au loup, achetez Kamala, une louve. Merci madame. Kamala, une louve dans ma famille. Gérard Menatori, bien évidemment, paix à son âme. Le pape du loup en France, le premier qui a reparlé du loup, le premier aussi qui a eu un parc à loups, mais pas dans un but commercial, mais c'était des loups de saisie, de trafic. Tout ça pour vous dire oui, sur la structure de la société du loup. Alors, c'est pas parole d'évangile, parler de religion, ça tombe bien. Une meute, le couple alpha, tout en haut de la meute, le couple oméga, tout en bas de la meute, on s'est aperçu qu'il y avait des échelons intermédiaires. Seul le couple alpha se reproduit. Seul le couple alpha se reproduit en fonction du gibier qu'ils peuvent trouver sur place. La légende dit qu'ils restent unis pour la vie. Il y a quelques infidélités de temps en temps, mais c'est à peu près vrai. Si le mâle ou la femelle vient à perdre son statut d'alpha, les deux le perdent conjointement. Une société donc hiérarchisée, structurée, non violente. Les images qu'on voit quand ils se partagent un cadavre, c'est de l'intimidation. Il n'y a pas de mise à mort. On monte les dents, les crocs, on mordit, le dominé se couche, le dominant se met au-dessus, il mordit les babilles, etc. Donc une société non violente, structurée, organisée, qui sait communiquer. Les hurlements, on sait maintenant que c'est un langage. Peut-être pas aussi évolué que celui des dauphins, mais c'est un langage. Le seul moment où ça part un peu en cacahuète, c'est au moment de la saison des amours, comme chez nous. Il y a une saison des amours, là ça part souvent, c'est tendu, s'il y a des tensions au sein de la meute. Dans la nature, il n'y a quasiment pas de mort, puisque celui qui sent qu'il va perdre va quitter la meute et fonder peut-être une autre meute. Malheureusement, dans les parcs, il y a très souvent des morts. C'est les seuls moments où il peut y avoir de la vraie agressivité non contrôlée, ce moment de la période du rut. Voilà. Merci, monsieur Graziello. On vous remercie, bien sûr. On remercie la médiathèque. Vous pouvez voir nos conférences, vous pouvez voir ce que nous faisons en allant sur Facebook, le collectif animalier 06, où nous avons un site également. Nous nous réunissons une fois par mois et nous débattons de tous les problèmes locaux, nationaux, européens au collectif animalier, donc toujours sur les animaux domestiques, d'élevage ou sauvages. À très bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup.